profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Pour commencer, je dois me présenter en tant qu'auteur de cette dernière partie. Je suis Karim. Pour des raisons qui deviendront évidentes lorsque je raconterai ce qui nous est arrivé à tous les trois à notre retour à Stonebrook, Alex n'est pas en mesure de vous narrer notre aventure. Alex a fini d'écrire la dernière partie, que j'appellerai la 8e partie, alors que nous étions tous assis à l'arrière du monospace de Thomas en route vers notre ancienne ville natale. Thomas nous a dit qu'ils avaient racheté le monospace lorsque Charlotte a appris qu'elle était enceinte, l'idée étant qu'il finirait par être rempli d'enfants. Mais il arrive souvent que les choses ne se passent pas comme prévu. Il est temps que je vous dise que c'est moi qui ai narré les écrits d'Alex, qui ont d'abord dû être transcrits à partir du vieux carnet dans lequel il avait tout noté au fur et à mesure que les choses lui arrivaient, à chacun d'entre nous d'ailleurs. C'était difficile de lire ces mots, et je suis désolé de m'être fait passer pour Alex, mais j'ai eu beaucoup de mal à revivre tant de souvenirs, surtout aussi douloureux, une fois de plus, et tout cela avec sa voix dans ma tête. Mais c'était merveilleux. Cela m'a permis de voir dans ses pensées, dans son cœur, me confirmant que l'Alex qui a écrit ces mots était la même personne que j'appelais mon meilleur ami. Même après tout ce qui s'est passé, malgré ce que je fais, cette connaissance du cœur d'Alex me réconforte et, j'ai honte de le dire, me réjouit. Il nous a fallu 6 heures pour arriver à Stonebrook depuis Austin, et nous n'avions que très peu dormi. Nous avions décidé de nous relayer pour pouvoir nous reposer en chemin, mais il était difficile de faire plus que somnoler pendant que le minibus roulait vers ce qui pourrait être notre mort ou pire. C'est drôle, mais l'expression mort ou pire ne m'avait jamais été familière auparavant. J'ai toujours été terrifié par la mort. La mienne, bien sûr, mais plus encore celle des personnes que j'aime. L'idée qu'il y ait quelque chose de pire que la mort m'a toujours semblé absurde. J'avais tellement tort. Stonebrook avait été entouré d'une clôture à mailles losangées et de panneaux déclarant la propriété condamnée après la nuit de la veillée aux chandelles. Alex a déménagé, bien sûr, mais le reste d'entre nous a été transféré dans un autre lycée à l'autre bout du comté pour les 3 années suivantes. Un nouveau lycée et un collège ayant finalement été achevés et ouverts à l'automne suivant notre remise de diplôme. Et je pense que la plupart des habitants de la ville ont essayé d'oublier Stonebrook. Et personne n'a essayé d'acheter l'école ou essayé de la transformer en quelque chose d'autre. Mais elle était toujours là comme une tumeur, avec des racines profondément enfoncées dans le cœur de l'endroit. Je m'attendais à ce que quelqu'un détruise l'école au bulldozer après tout ce temps, mais à part une épaisse végétation dans la cour et des plantes grimpantes maladives couvrant plusieurs des murs, elle semblait en grande partie intacte. La clôture métallique était rouillée et pendait mollement par endroits, et il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour trouver un endroit que nous pouvions soulever suffisamment pour passer en dessous. Nous étions tous effrayés, mais cela ne nous a pas arrêtés. J'aimerais appeler cela de la bravoure, et c'est peut-être le cas, mais cela ressemblait plus à une sombre détermination dans le meilleur des cas. Au pire, nous étions pris dans l'attraction gravitationnelle de quelque chose de beaucoup plus vieux, de beaucoup plus intelligent et bien sûr, de beaucoup plus fort que nous. Nous sommes entrés très facilement dans l'école. La première porte que nous avons essayée était déverrouillée, et après quelques tiraillements, elle s'est ouverte avec un grincement de protestation. Nous avions des lampes de poche, et malgré le fait que nous étions en début d'après-midi, nous en avons eu besoin dès que nous sommes entrés dans ce que j'ai reconnu comme étant le hall des 6e années. Nous nous sommes déplacés tous les 3 ensemble, nos lumières et nos yeux se déplaçant constamment dans toutes les directions, à l'affût de toute menace. Je pense que nous savions que c'était inutile, que nous ne pouvions pas faire grand-chose même si nous voyions quelque chose, mais nous devions essayer, ou du moins faire semblant d'essayer. L'illusion de la sécurité et d'un certain niveau de contrôle était la seule chose qui sauvait notre santé mentale à mesure que nous nous enfoncions dans le noir de l'école.
Lorsque nous nous sommes approchés de la porte métallique menant à notre ancien repère, une musique a commencé à retentir quelque part dans les salles inférieures, et je connaissais cette musique. Je me suis arrêté, me demandant si nous étions censés descendre là, au lieu d'aller au gymnase, mais Alex a secoué silencieusement la tête et nous a fait signe de continuer. J'ai cédé, et j'ai suivi Thomas et Alex au cœur du bâtiment. Le centre du plancher a été retiré à nouveau, révélant le noir béant qui menait à la piscine souterraine. J'ai regardé autour de moi avec ma lampe, à la recherche d'un bon moyen de descendre, lorsque Thomas m'a indiqué le côté le plus éloigné de l'ouverture. Des gradins avaient été arrachés et reconfigurés en un escalier qui menait vers le bas. Le professeur rendait tout cela aussi facile que possible. Nous avons contourné le bord et jeté un coup d'œil vers le bas, pour constater que les escaliers allaient effectivement jusqu'au liquide huileux qui remplissait le fond de la piscine. Alex a testé l'escalier avec son pied, et quand il a semblé stable, il a commencé à descendre, moi derrière lui, et Thomas en queue de peloton. L'air s'est refroidi au fur et à mesure que nous descendions, et lorsque nous avons atteint le fond, nous avons constaté que l'eau sale était glacée. Elle me montait jusqu'au milieu des cuisses, et j'ai immédiatement senti que mes pieds commençaient à s'engourdir. Nous sommes restés là pendant plusieurs secondes, nous regardant anxieusement entre deux balayages de l'ombre avec nos lampes, attendant que quelque chose se passe. Et quelque chose a fini par se passer. Alex a commencé à crier. La poitrine battante, je me suis tourné vers lui et j'ai vu qu'il regardait vers l'un des coins de la piscine. J'ai braqué ma lumière là où il regardait et je n'ai pas compris ce que je voyais. Il y avait là 2 corps, un homme et une femme, tous deux horriblement décharnés et pâles, mais d'une certaine manière familiers. Ils semblaient morts depuis peu, et entre leurs expressions tordues et la façon dont ils étaient blottis l'un contre l'autre, je savais qu'ils avaient été terrifiés à la fin. Je voulais m'approcher pour mieux voir leurs visages, sûr de les connaître d'une manière ou d'une autre, quand j'ai réalisé qu'Alex continuait à crier. Je me retournai pour essayer de le calmer, quand il s'arrêta soudain. En croisant son regard, j'ai vu que le professeur était maintenant sur lui. « Bonjour les enfants, bienvenue à la maison. » J'ai essayé de contrôler ma peur et ma colère. « Oui, nous sommes là, professeur. Qu'attendez-vous de nous? Comment pouvons-nous faire cesser tout cela ?» Nous sommes pleins de questions, n'est-ce pas? Mes chers amis sont très préoccupés par ce que je veux et ce dont j'ai besoin maintenant. Le visage d'Alex s'est transformé en une grimace de colère. Il a suffi de tuer 2 d'entre nous pour te réveiller, Karim, pour que tu t'en soucies. Thomas prend la parole. Tu n'avais pas besoin de le faire. Tu n'avais pas besoin de tuer ma douce Charlotte, espèce d'enfoiré. Tu n'avais pas à la tuer, ni à tuer Quentin. Il a braqué sur lui le regard féroce d'Alex. Tu n'es pas en position de critiquer le traitement de nos amis, n'est-ce pas? Thomas a reculé et s'est tu. Se retournant vers moi, le professeur poursuit. Mais vos questions, bien que tardives, sont raisonnables et nécessaires. Et je ne pense pas que ce soient les seules questions que vous aurez à poser avant que tout cela ne soit terminé. La meilleure façon de répondre à la plupart d'entre elles est de raconter une histoire. L'histoire d'Alex est enfin prête à être racontée. Je m'excuserai bien pour les aménagements inconfortables pendant l'heure du conte, mais c'est ici que vous nous avez laissé pourrir, après tout. Avant que je puisse demander quoi que ce soit d'autre, l'histoire avait déjà commencé. L'histoire d'Alex. Il était une fois un garçon qui s'appelait Alex. Un jour, alors qu'il s'ennuyait en classe dans sa nouvelle école effrayante, il eut une idée. Une pensée terrible et merveilleuse. Et si l'école dans laquelle lui et ses amis se trouvaient était tentée? Il partagea cette idée avec ses amis, ce qui donna lieu à des histoires et des aventures avec leur nouvel ami, le professeur. Comme vous le savez déjà, le professeur a été capable de venir d'un royaume de non-être grâce à nos mots, nos pensées et nos croyances. Cet endroit s'appelait le vide, et il n'avait aucune envie d'y retourner. C'était un endroit vide et solitaire, et il se trouvait maintenant dans un endroit avec de bons amis et tant de choses à voir et à faire. Pendant longtemps, tout se passa à merveille, et le professeur devint plus fort. Mais le professeur était très intelligent, et il savait que ces bons moments ne dureraient pas éternellement.
Il a donc utilisé un peu sa nouvelle force pour parler avec ses amis et mieux les protéger, même s'ils étaient loin de l'école. Il a également utilisé une partie de cette force pour parler à la sœur d'Alex, Alicia, dans ses rêves, plantant les graines dont il avait besoin pour l'invoquer si cela s'avérait nécessaire pour son plan de repli. Avec le temps, il s'est mis à espérer qu'il ne serait pas nécessaire après tout. Il était heureux et ses amis étaient heureux. Du moins c'est ce qu'il pensait. Mais ses amis ont alors décidé qu'ils en avaient assez du professeur. Ils pensaient qu'il n'était qu'un animal de compagnie ou une curiosité, un nouvel atout à leur vie qu'ils pouvaient retirer de l'étagère quand ils en avaient envie, ou quand ils voulaient que tout le monde leur rappelle à quel point ils étaient spéciaux. Le professeur comprenait cela, mais il aimait toujours ses amis. Et il essayait de grandir et de survivre sans blesser personne d'autre. Mais il a fini par comprendre que les gens ne comprennent vraiment pas sa douleur et sa peur. Même l'amour est façonné par le soulagement de la douleur de la solitude et la peur de perdre ce que l'on aime. Même s'il aimait beaucoup ses amis, il s'aimait encore plus lui-même. Lorsque le professeur a appris ce que les 6 de Stonebrook préparaient, un rituel de non-être, il a eu peur que cela fonctionne, mais plus encore, il a été blessé par la trahison. Il a décidé qu'il devait être assez fort pour résister à toute tentative de le renvoyer dans l'oubli, et que le meilleur moyen d'y parvenir était de massacrer plusieurs personnes devant une foule nombreuse. La mort de Fabien l'ermite l'avait déjà considérablement renforcé, mais imaginez ce qu'elle pourrait faire avec quelques personnes de plus. Il a appelé la petite sœur Alicia en fin d'après-midi, avant que les gens ne commencent à arriver pour la veiller. Il lui a dit de se taire et de ne laisser personne la voir arriver, ce qu'elle a fait sans faute. Ses yeux étaient vitreux et sa bouche bavait un peu, mais personne ne l'a vue d'assez près pour la remarquer alors qu'elle marchait vers Stonebrook. Elle se glissa furtivement dans l'école et se dirigea vers le gymnase, où le sol était ouvert et l'attendait. Le professeur la souleva et la fit descendre dans l'eau. Et ce n'est qu'une fois dans le froid et l'humidité qu'elle commença à se réveiller. Heureusement, lorsque le professeur a refermé le plancher, personne n'a pu l'entendre crier et pleurer dans le noir. Plus tard, quand Alex a voulu la sauver, Quentin et Thomas l'en ont empêché. Le professeur était soulagé. Il ne voulait blesser aucun d'entre nous, et il a essayé d'en finir, allant même jusqu'à refermer la piscine dans l'espoir qu'on parte tous. Mais Alex, lui, il n'a pas voulu s'arrêter. Il s'est enfui, se frayant un chemin à travers la foule de gens qui se pressaient à l'extérieur. Il a été poussé 3 fois dans le gravier du parking, et une fois, un grand homme terrifié lui aurait marché sur la tête si le professeur n'avait pas tendu la main et repoussé l'homme. Mais Alex avait peur pour Alicia, et ne l'a pas remarqué. Il a continué à rentrer chez lui pour chercher de l'aide. Son père a débarqué au gymnase quelques minutes plus tard, en criant le nom d'Alicia. Le professeur savait où cela menait. Ils essaieraient de trouver Alicia et de l'emmener, ruinant ainsi son plan. Il a donc tué l'homme là où il se trouvait. Il espérait que cet acte brutal suffirait à effrayer Alex. Mais non! Il revint dans le gymnase quelques instants plus tard, hurlant au professeur de laisser partir sa petite sœur. Le professeur savait maintenant qu'Alex n'abandonnerait jamais, et il n'était pas sûr de pouvoir la lui cacher comme il pouvait le faire avec d'autres personnes en dehors de leur cercle de 6. C'est donc avec une grande tristesse que le professeur ouvrit le plancher une dernière fois. Alex descendit dans les profondeurs, et Alicia courut vers lui avec un gémissement discordant, les yeux pleins de larmes fraîches. Elle était déjà à moitié folle, mais elle savait reconnaître son grand frère quand elle le voyait. À ce moment-là, Alex se sentit entraîné dans l'obscurité et tenta de repousser sa sœur vers la lumière. Mais il était trop tard pour eux deux. En levant les yeux, Alex aperçut une silhouette qui remontait vers l'extérieur. Cette silhouette se hissa sur le bord du sol, alors que l'ouverture commençait à se resserrer et fit demi-tour. Alex réalisa avec horreur qu'il reconnaissait la personne qui les regardait. C'était lui-même. Le professeur a de nombreux projets, des plans à l'intérieur de plans. L'un de ces plans était que si cela s'avérait nécessaire, s'il se trouvait trahi ou seul,
il pourrait trouver quelqu'un et l'emmener. L'attirer dans l'obscurité et la laisser là. Se nourrir de leurs croyances et de leurs peurs, prendre un peu plus que ce qu'il aurait dû dépenser pour les garder en vie. Il avait choisi Alicia parce qu'il la connaissait grâce à Alex. Et grâce à Alex, elle le connaissait. Au départ, alors qu'il était assis dans l'ombre à réfléchir à ce plan, à cette sécurité si jamais ses amis se retournaient contre lui, il a également vu le bénéfice collatéral du chagrin et de la culpabilité d'Alex à propos de la perte d'Alicia. Ces émotions allaient alimenter la foi d'Alex dans le professeur et l'aider à survivre. Mais quand Alex n'a pas voulu le laisser tranquille, quand il a insisté pour revenir chercher sa sœur, le professeur a dû faire un choix. Prendre le risque qu'Alex reprenne Alicia et le laisse mourir de faim alors qu'il est lentement oublié. Ou prendre Alex également. Avec 2 personnes pour se nourrir, le professeur pourrait vivre et devenir plus fort pendant un certain temps. Ce sont les yeux d'Alex qui l'ont fait changer d'avis. Lorsqu'Alex a senti la poigne du professeur commencer à les ramener dans l'obscurité, ses yeux étaient si pleins de peur et de désespoir que le professeur n'a pas pu le supporter. Il ne pouvait pas laisser Alex partir, mais il avait toujours un plan, même pour ça. Si les enfants lui avaient donné de la substance et de la force rien qu'en y croyant, peut-être pourrait-il en faire autant. Son esprit n'était pas un esprit humain, ni même un esprit de tigre. Son esprit était vaste, profond et terriblement, horriblement rapide. Avant qu'Alex n'ait été drogué à 1 mètre, il avait imaginé un nouvel Alex. Parfait jusqu'à la dernière cellule, jusqu'à la saleté et au sang sur son visage. Et pas seulement physiquement. Pour te dire, c'était Alex. Ou aussi proche que le professeur en était capable. Et le professeur était capable de beaucoup de choses. La seule chose qui manquait à cet Alex était l'accès à certains souvenirs. Des souvenirs qui l'auraient rendu infirme et l'auraient empêché d'avoir une vie agréable. Des choses qui le ramèneraient à la recherche d'Alicia la semaine, le mois ou l'année suivante. Ces choses étaient profondément enfouies. Le professeur a supprimé et a sacrifié la croyance d'Alex en elle pour que cette version de son ami puisse vivre et être libre. Puis il a envoyé le nouvel Alex sur le terrain de football où il s'est allongé avec leurs chers amis inconscients et s'est endormi. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs personnes ont ouvert le plancher et sont descendues à la recherche de survivants. Ils trouvèrent les corps des autres, mais ne virent aucun signe d'Alex et d'Alicia. Le professeur était suffisamment puissant pour pouvoir les garder sous son charme et les rendre indétectables. Ils ont crié à l'aide, mais personne ne les a entendus. Et les recherches ont finalement été abandonnées. Les choses se sont ensuite calmées dans l'obscurité. Dans les années qui suivirent, le professeur ne connut que peu de choses du monde extérieur. Il conservait et renforçait ses forces du mieux qu'il pouvait, mais il dépensait aussi plus que ce qu'il avait prévu à l'origine. Car il ne s'agissait pas seulement de maintenir Alicia et l'Alex original en vie dans la piscine. Il devait aussi continuer à croire au nouvel Alex. L'Alex qui a rampé hors de la piscine cette nuit-là a été vu et on lui a parlé. Et chaque jour, il est devenu plus fort grâce à la croyance partagée par le monde qui l'entoure qu'il existait et qu'il était réel. Et il était Alex dans tous les sens du terme, mais il était toujours unique, ce qui le rendait vulnérable. La croyance du professeur était d'une qualité différente de la plupart des croyances. Elle ne venait pas d'ici, et ses croyances, bien que puissantes et potentiellement permanentes, nécessitaient une attention régulière pour rester en vie. Et le professeur voulait que le nouvel Alex reste en vie. Il voulait qu'il ait une vie longue et heureuse. Il a donc sacrifié une partie du pouvoir qu'il collectait pour s'assurer que cela se produise. Mais quelque chose d'imprévu s'est produit. Le professeur n'est pas parfait et surtout n'est pas infaillible, et il a commis une erreur. Il a reconnu trop tard une maladie chez Alicia et son Alex, une simple affection au staphylocoque, mais qui a détruit leur corps plus vite qu'il n'a pu les guérir. Il aurait pu réparer les dégâts s'il avait cessé de soutenir l'autre Alex, le faux Alex bien sûr, mais il n'a pas supporté de le faire. Il les a donc regardés mourir impuissants. Pendant un certain temps, il se résigna à mourir de faim dans les ténèbres. Il y avait encore ceux qui se souvenaient de lui, qui le craignaient quelque peu, mais c'était une terreur ancienne et abstraite, recouverte par des années de nouveaux souvenirs et de répression. Ce n'est pas suffisant pour le soutenir longtemps. Le problème, c'est qu'il avait peur.
Quand il s'est vu approcher de la fin, quand il a vu le néant s'ouvrir pour le récupérer, il a su qu'il ne pouvait pas se laisser aller. Il voulait trop survivre. Il a donc tué Charlotte, avec les derniers pouvoirs dont il disposait. Au bout de quelques heures, il s'est senti plus fort. Et après avoir tué Quentin, il était encore plus fort. Et quand Alex s'est souvenu de moi, Karim, je me suis senti plus proche de moi-même également. « Stop, ça suffit !» a dit Thomas, qui a sorti son pistolet de sa ceinture. La dernière fois que je l'avais vu, c'était quand Alex le lui avait pris pendant que le professeur utilisait Thomas chez moi. Il l'avait récupéré avant notre départ, apparemment, et le pointait maintenant sur moi. Karim, ce ne sont que des mensonges. L'histoire que tu viens de raconter n'est qu'une grossière manipulation du professeur. Tu ne le vois pas? Ce sont des conneries. Ça fait partie de son plan. Ne te fais pas avoir. J'étais tellement épuisé à ce moment-là, et je me fichais pas mal qu'il me tire dessus. Je ne voulais pas croire ce que disait le professeur, mais pendant qu'il parlait, j'avais regardé de plus près les cadavres recroquevillés. Je savais pourquoi ils m'étaient familiers. Ils étaient des versions de ce à quoi Alicia et Alex pouvaient ressembler après des années de folie et d'obscurité. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser. Je voulais juste que tout s'arrête pour une minute. Que tout s'arrête. Mais cela ne s'arrêtait pas, et le professeur prit la parole. C'était la nouvelle idée de Thomas depuis que vous avez quitté votre maison. Vous tuez tous les deux ici et ensuite lui-même. L'idée étant que si quelqu'un vous trouve, on le blâmerait lui, et non moi, le professeur, et que je m'effacerais. N'est-ce pas, Thomas ? Je me suis retourné vers Thomas et j'ai vu qu'il était figé, les yeux exorbités. Le professeur lui a lâché la tête suffisamment pour qu'il puisse parler de sa propre voix et il s'est écrié « C'est la seule solution! On doit tous mourir pour l'arrêter! On peut pas le laisser sortir !» J'ai regardé Thomas pendant plusieurs secondes, pesant la vérité et le bien fondé de ses paroles. Il avait peut-être raison. C'était peut-être le seul moyen d'arrêter le professeur. Et ne devions-nous pas au monde entier de ne pas le laisser sortir ? C'est alors que j'ai regardé Alex. Peut-être pas l'Alex original, le mort, mais le seul Alex qu'il restait. J'étais peut-être prêt à mourir, mais étais-je prêt à laisser mon meilleur ami mourir ? Le professeur avait toujours été fidèle à sa parole avec nous. C'est nous qui essayions de le blesser, et non l'inverse. Les pensées de Charlotte et de Quentin remontèrent à la surface. Mais je les ignorais. Il l'avait expliqué et ferions-nous différemment pour nous protéger ? Pour protéger ce que nous aimons le plus ? Thomas, je suis vraiment désolé. J'ai pleuré quand j'ai dit ça, mais ma voix était ferme. Je me suis tourné vers le faux Alex et j'ai fait part de mon choix au professeur. Professeur, Thomas doit mourir. Un instant plus tard, une fine brune rouge flottait dans l'air à l'endroit où se trouvait Thomas. J'ai poussé un cri involontaire et j'ai commencé à trembler. Il ne m'a fallu qu'un instant pour réaliser que Thomas était toujours à la guise du professeur. Mais ce n'était pas le professeur qui parlait, c'était Thomas. Je suis désolé, Karim. Mais cette partie de l'histoire est terminée maintenant. Alex et toi serez en sécurité à partir de maintenant. J'ai juste besoin que vous fassiez une dernière chose pour moi. Lorsqu'il a commencé à me chuchoter son plan, je n'ai pu que rire. Alex a dormi jusqu'au bout, et j'ai pu constater en le réveillant qu'il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé pendant que le professeur s'asseyait sur lui, et c'est mieux ainsi. Je lui dirai en temps voulu, au cours des prochains jours, même ce qui concerne ses origines. Je ne peux plus avoir de secret entre nous, et je ne veux pas risquer qu'il l'apprenne par ses messages ou par d'autres moyens. Je lui dirai tout, une fois qu'il sera trop tard, pour qu'il ne m'en empêche. La principale chose que j'ai besoin qu'il comprenne, c'est qu'il est en sécurité maintenant. Il y a une partie de moi qui dit que je suis égoïste ou que je délire, mais c'est une petite partie qui s'amenuise à chaque fois que je le regarde. Comme le professeur, je fais ce qui est nécessaire à notre survie. Et ce qu'il a demandé en échange de notre sécurité et de notre bonheur n'était pas si mal en fin de compte. Alex avait déjà fait le plus gros du travail.
Il m'a juste dit de trouver un endroit où nous pourrions raconter cette histoire. Et c'est là que l'idée de cette chaîne YouTube, Faisons-nous peur, m'est venue à l'esprit. Oui, l'histoire des 6 de Stonebrook, l'histoire de la naissance du professeur. Donc, une fois que j'aurai fini de préparer cette 9e et dernière partie, je commencerai à mettre en ligne chaque partie, une à la fois, une vidéo par semaine environ. Je mettrai une partie en ligne, puis j'attendrai. Je mettrai une autre vidéo plus tard, puis j'attendrai. Et ceux d'entre vous qui ont écouté ces premières parties reviendront, je l'espère, pour la suite, pour savoir comment finit l'histoire. Oui, vous reviendrez pour en savoir plus sur le professeur. Vous reviendrez pour croire un peu plus. Quand vous serez arrivé jusqu'ici, il sera trop tard. Et vous vous dites que c'est idiot. Pour vous, ce n'est qu'une histoire. C'est ce que j'ai dit moi-même au professeur lorsqu'il m'a exposé son plan pour la première fois. Mais il s'est contenté de rire de son rire de corbeau mort et a dit « Nous ne sommes tous que des histoires les uns pour les autres, Karim. Et la tête ne dit pas au cœur ce qu'il doit croire. Parle de moi aux gens, et je pense que je me débrouillerai très bien. » Plus j'y pense, plus je me dis que c'est peut-être vrai. Alors, félicitations à vous, auditeurs. Et je suis désolé. Vous écoutez la dernière phrase de la dernière partie de l'histoire que j'ai inventée. Et vous avez maintenant un tigre comme ami. Un tigre qui s'appelle le professeur.